Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Kinnick Sport, le podcast qui décrypte l'économie et les tendances marketing du sport amateur et professionnel en donnant la parole aux acteurs du secteur. Aujourd'hui, nous recevons Bertrand Fesneau, directeur commercial au FC Metz. Le FC Metz existe depuis 1932 et dispute lors de la saison 2020-2021 sa 62e saison en Ligue 1, ce qui fait l'un des clubs les plus réguliers dans l'élite du football français. On vous présente aujourd'hui Bertrand Fesneau. Bonjour Bertrand Fesneau. Bonjour. Alors déjà, première question, est-ce que vous pouvez vous présenter vous personnellement et quel est votre parcours professionnel pour arriver jusqu'à la place que vous occupez, donc directeur commercial du FC Metz qui évolue en Ligue 1? Je peux. Je suis donc Bertrand Fesneau. Je suis messin d'origine, mais j'ai fait mes études dans d'autres villes puisque j'ai étudié dans des écoles de commerce sur Strasbourg et l'ESC Toulouse. J'ai toujours voulu travailler dans ce milieu de marketing sportif, donc j'ai essayé de réaliser à l'époque des thèmes en ce sens. Et donc j'ai travaillé pour les différentes activités, des différentes possibilités dans le sport, donc dans les collectivités où j'étais au service du conseil départemental de la Moselle, au service des sports pendant un peu plus de 8 mois à l'époque. J'ai travaillé aussi pour des agences de marketing sportif et j'avais aussi travaillé pour des clubs. Donc voilà, ça c'est pour la partie un petit peu stage. J'avais fait une spécialisation à l'issue de mon école de commerce dans la gestion des institutions et des activités sportives, une 6e année, toujours à l'ESC Toulouse, qui m'a confirmé l'envie de travailler dans ce milieu. Et de par le réseau que j'avais déjà pu me créer par mes stages, la Fédération française de gymnastique m'a embauché en CDD à l'époque à l'issue de mon cursus scolaire pour organiser les championnats d'Europe de trampoline qui avaient lieu à Metz. Tumbling et trampoline pour être plus précis. Donc c'était une mission de 1 an et demi. C'était clair et net, c'était un CDD. Il n'y avait pas forcément de poste derrière, mais je trouvais le projet super intéressant pour un début de carrière. Donc voilà, l'organisation avec 800 athlètes, une vingtaine de pays, c'était assez extraordinaire. De là, ça m'a pu parfaire mon réseau dans le tissu sportif et local. Et donc Patrice Dominguez, que j'ai rencontré à l'époque, qui gérait et qui était le directeur du tournoi de tennis ATP 250 l'Open de Moselle, m'a embauché en tant que commercial à l'issue de cette première expérience. Donc, j'ai travaillé pendant 2 ans à la commercialisation et l'organisation de l'Open de Moselle, le tournoi de tennis ATP 250 qui avait lieu à Metz. Et étant donné que le tournoi a été racheté, ils ont pris une autre équipe et que toujours de cette histoire de réseau, puisque le championnat d'Europe, je l'avais réalisé de trampoline, je l'avais réalisé aux Arènes de Metz, la salle de spectacle et sportive de Metz. L'Open de Moselle a lieu également là. J'ai rencontré Vega, la société qui gère une dizaine de salles en France, la plupart des Zénith et des salles omnisports en France, et m'a demandé de prendre la direction commerciale des arènes de Metz et de gérer tous les événements sportifs dans les 10 autres salles. Donc j'ai organisé la Coupe Davis à Liévin, j'ai produit et organisé un tour de motocross qui est passé dans 5 ou 6 salles du groupe, etc., etc. Pour ensuite rejoindre le traiteur avec lequel j'avais l'habitude de travailler et m'occuper de tout ce qui est sportif. Donc ce traiteur-là avait déjà le FC Metz. On a signé également le SLUC Nancy Basket, on avait signé l'Open de Moselle, on avait signé l'ASNL, le club de Nancy de football, etc., etc., etc. Donc moi je m'occupais essentiellement du sport chez ce traiteur-là et dans l'organisation de ces projets-là, jusqu'au jour où le FC Metz m'a appelé en 2014 pour rejoindre leur équipe. Ça faisait un petit bout de temps qu'on y réfléchissait ensemble et j'ai sauté le pas assez rapidement. Donc pour intégrer l'équipe commerciale du Football Club de Metz en 2014, être nommé en 2016 directeur hospitalité donc de tous les salons VIP et de la billetterie en 2016 et pour finalement récupérer le poste de directeur commercial en 2019 où là je m'occupe forcément de tout ce qui est sponsoring, hospitalité et visibilité, mais également de la billetterie et également du merchandising qu'on a réinternalisé il y a peu. Donc voilà, avec mon équipe, voilà un petit peu
comment je suis arrivé à ce poste. Donc ça peut répondre à votre question. Ah oui, un parcours riche avec à la fois de l'institutionnel, du fédéral, de l'événementiel et maintenant plus la partie club, même si ça reste événementiel, mais plus une structure sportive. C'est vraiment éclectique. C'était le but, c'était de toucher un peu à tout pour voir un petit peu où est-ce que je m'épanouissais le plus. Voilà. D'accord. Eh ben, on reviendra un petit peu justement pas sur ces différentes expériences et pourquoi, quelle est la différence un petit peu entre toutes ces activités qui sont quand même assez variées, très intéressant. Alors maintenant, est-ce que vous pouvez nous présenter, s'il en est besoin, mais le Football Club de Metz, donc club qui évolue en Ligue 1 Uber Eats? Oui, bien sûr, je peux. Le club du Football Club de Metz est un club historique français qui doit être un des 4 clubs qui a passé le plus de temps dans l'élite française. Donc à l'époque la première division et maintenant la Ligue 1 et de plus peu la Ligue 1 Uber Eats. Même si les années 2000 ont été un peu plus compliquées et on a fait un petit peu plus le yo-yo, mais par le passé on avait passé 36 ans de suite sous l'ère Carlo Molinari et dans les années 80-90 en Ligue 1 et en D1 à l'époque, avec le palmarès d'une Coupe de France, 2 Coupes de France, 84-88, 2 Coupes de la Ligue. Dans les années 90 et 97, 98, vice-champion de France, et pas mal d'années de Coupe d'Europe, soit en Coupe des Coupes, soit en Coupe de l'UEFA de l'époque. Donc le Football Club de Metz, c'est 2 Coupes de France, c'est 84 et 88, c'est 2 Coupes de la Ligue. C'est un titre, non, c'est vice-champion de France en 97-98. On a perdu le titre de champion de France au goal average face à Lens cette année-là. C'est plusieurs titres de champion de France de Ligue 2, bien évidemment. Et puis depuis peu, vraiment une idée de pérenniser de nouveau ce club de Ligue 1, comme ça a pu être le cas dans le passé. Et puis avec de gros projets, tant sportifs, et qui arrivent un petit peu à maturité maintenant, avec 3 centres de formation, ce qui est assez inédit, un au Sénégal, un en Belgique et bien évidemment celui de Metz, et puis de gros projets d'infrastructure qui va forcément faire rentrer le club, je l'espère, dans une nouvelle ère, avec un tout nouveau camp d'entraînement qui est sorti de terre il y a un petit peu moins d'1 an et qui n'est pas encore totalement terminé puisqu'il y aura plusieurs phases, et puis surtout une tribune majestueuse qui va ouvrir ses portes dès le début de la saison prochaine, donc dans quelques mois, avec 7000 places, et ça va être assez gigantesque, des salons extraordinaires, une tribune dernier cri. Donc avec tout ça, on espère pouvoir de nouveau pérenniser le club en Ligue 1. Le FC Metz, c'est un club familial, c'est pas un club avec énormément de salariés, nous sommes 80 en comptant le sportif, comparativement à d'autres clubs qui peuvent être 300, 350, 200, voilà, on reste un club à taille plus que humaine, mais c'est aussi le charme du Football Club de Metz, c'est aussi le côté passionnant de notre métier, puisque on se connaît tous, on s'épaule tous, et on touche aussi un petit peu à tout. Donc tant dans l'organisation que d'autres antennes du club, voilà, on est au courant un petit peu de tout ce qui se passe à l'intérieur du club, et c'est encore plus motivant. En tout cas, de mon côté, je trouve ça très excitant. Alors merci pour cette présentation, Bertrand Fenot, donc je rappelle directeur commercial du Football Club de Metz. Alors quels sont, vous en avez dit quelques mots, mais quelles sont vos missions concrètement au sein du FC Metz? Ma mission, c'est de diriger le service commercial que je vais décrire sous 3 antennes. Une partie purement sponsoring et hospitalité, avec une équipe commerciale de 5 personnes. Donc la commercialisation des espaces VIP, de toute la visibilité autour du stade, la visibilité maillot, tout ce que vous pouvez connaître comme produit que nous commercialisons dans le football. J'ai un pôle billetterie, purement billetterie, donc où là nous avons 2 personnes qui travaillent sur ce pôle-là. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons réintégré et réinternalisé la boutique et le merchandising au club qu'on sous-traitait et qu'on avait donné à un prestataire depuis de nombreuses années. Donc là, on a tout réinternalisé depuis 1 an. Et donc, il y a 4 personnes qui travaillent avec moi sur ce projet de boutique et de merchandising. Voilà. Et pourquoi avoir choisi de réinternaliser cette partie-là pour avoir
Petite idée. C'est un choix stratégique. Le club par le passé l'avait déjà fait. Et puis il se trouve que le club avait jeté un petit peu et a fait le yo-yo, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un petit peu en Ligue 2. Et puis le jour où on a eu le drame, malheureusement, on s'en est bien sorti, mais le drame où on est descendu en national, il n'était pas viable pour le club de continuer à internaliser ça. Alors l'objectif, on avait un partenaire qui était Sport 2000 à l'époque, et qui le faisait très bien à notre place. Alors certes, on prenait moins de risques, on gagnait aussi moins, mais on ne perdait en tout cas pas d'argent et on gagnait des incentives par rapport aux ventes, mais on ne prenait plus aucun risque. Et à un moment donné, quand on était en national et en Ligue 2, etc., je pense que pour le club, à un moment donné, c'était bien aussi de se restructurer de cette façon-là, de pouvoir souffler, de se dire que voilà, ce pôle-là, c'est quelque chose qui nous rapportera à minima un peu d'argent, mais on prend pas de risque. Et puis voilà, le club a de nouveau grandi, on s'est restructuré. Depuis, on a réévolué, comme je vous l'ai dit, avec les infrastructures, avec une nouvelle politique sportive, avec coach Antonetti qui est là depuis 3 ans et qui vient de re-signer 3 ans. Voilà, il y a des vraies ambitions, on sait où on veut aller, le projet sportif arrive un peu à maturité, le plan des infrastructures aussi. Il était temps aussi pour le commercial d'essayer non pas de reprendre des risques, parce qu'on pense qu'on était capable de le gérer et de le faire bien, et forcément de répondre de la meilleure des manières à notre public qui était demandeur d'une diversification de nos produits, d'avoir une vraie boutique digne de ce nom au club, etc. Et la marche est engagée et plutôt bien engagée, parce que malgré une année comme on peut la connaître qui est catastrophique au niveau du Covid et des magasins fermés, etc., on se voit que nos chiffres en termes de merchandising sont bons, et donc il y avait un vrai potentiel et il était vraiment temps qu'on puisse redynamiser et reprendre ça directement avec le club. Voilà. Alors on va rentrer dans le vif du sujet avec la partie sponsoring qui est une de vos 3 branches et pas des moindres. Pour remettre dans le contexte, le partenariat privé, ça représente combien globalement, par rapport en pourcentage sur le budget? Est-ce que vous avez une idée du pourcentage que ça représente? Oui, j'ai une idée. Comme dans chacun des clubs, vous êtes censé savoir, et je pense que vous le savez, vous êtes au fait que voilà, la grosse partie de rentrée d'argent d'un club de foot aujourd'hui, c'est les droits télé. Et ensuite il y a 3 pôles, bien évidemment le ticketing, et la billetterie grand public. Vous avez la partie donc sponsoring, vous avez la partie restauration, boisson, jour de match, et puis vous avez la partie des transferts. Nous, avec le ticketing et le sponsoring, on va être à 30% du budget des recettes du club, ce qui est pas mal. Mais il faut toujours s'améliorer, et si on a envie de grandir, il faut aussi encore grandir, et les infrastructures et les nouvelles infrastructures dont on va bénéficier dès la saison prochaine, si le Covid nous laisse un petit peu tranquille, doivent nous permettre d'augmenter ces chiffres-là. Alors, quand on regarde, notamment dans vos partenaires majeurs, on voit qu'il y a à la fois des partenaires d'envergure nationale et des partenaires plutôt d'envergure régionale. Ça fait c'est une spécificité, parce que c'est vrai que du coup, quand même, la Ligue 1, c'est une notoriété nationale, voire même au-delà, européenne et internationale. Et pourtant, vous continuer. Alors, est-ce que c'est aussi ce côté, vous le disiez, convivial et familial, mais vous arrivez quand même à conserver des partenaires régionaux? Ça, c'est la base. Pour moi, c'est la base d'avoir le tissu local avec nous, d'être ancré dans le tissu local. Sans nos partenaires locaux, sans notre public, sans le soutien local, on n'y arriverait pas. Alors, heureusement, on a également, comme vous l'avez dit, des partenaires nationaux, et ça prouve que la Ligue 1 Uber Eats rayonne, et que le football reste un sport très populaire, et que le FC Metz, à l'intérieur de tout ça et de ce mécanisme-là, rayonne aussi et a de l'attractivité, et on en est très fiers. Mais sans le tissu local,
seul, on ne s'en sortirait pas. On a besoin de nos partenaires locaux, de cet ancrage. C'est très 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 important pour nous, bien sûr. Trouver l'équilibre justement entre cette notoriété que offre la Ligue 1 et qui est donc nationale, et puis garder. Vous avez combien de partenaires dans votre portefeuille? On est entre 250 et 300 partenaires. D'accord. Donc avec donc un mix plutôt régional et puis et national. Bien sûr. La grosse majorité de nos partenaires sont régionaux, mais encore une fois, heureusement, on a également des partenaires nationaux et qui prouvent encore une fois le rayonnement du club sur le plan national. D'accord. Comment, au niveau de la prospection, enfin, j'imagine que sur votre territoire, la notoriété n'est plus à faire. Je pense que tout le monde connaît le FC Metz, d'abord en France, mais encore plus sur votre territoire. Et pourtant, comment vous parvenez encore à aller prospecter? Parce que j'imagine, même quand on est le FC Metz, il faut quand même aller prospecter. Est-ce qu'il y a encore des entreprises qui vous connaissent pas ou qui n'ont pas franchi le pas? Comment ça se passe en fait par rapport à votre prospection partenaire, on va dire? Bon, on va évacuer cette période-là particulière de crise Covid, où j'imagine que la priorité. Mais sinon, en temps normal. Écoutez, moi, ça se passe en deux temps. J'ai surtout déjà des partenaires qui sont extrêmement fidèles, puisque j'aime à le rappeler, nous avons des partenaires, nous, au club, qui sont à nos côtés depuis plus de 35 ans. Mmh. Ah oui. J'en ai rencontré encore un hier à qui j'ai fait justement visiter la nouvelle tribune sud. On a calculé, ça faisait 35 ans qu'il est partenaire. Donc on a un noyau de fidèles, certes qui aiment le football, mais qui ont compris aussi que le football apportait pour le business des échanges. Rentrer dans le réseau du FC Metz, c'est aussi connaître les autres entreprises partenaires. Nous on essaye vraiment de les mettre en relation, de les faire travailler ensemble. C'est aussi forcément quand on invite dans sa loge, dans son salon, un client, un collaborateur et autres, voilà, c'est aussi des outils dans le monde économique qui aident nos partenaires. Donc ça, c'est très très important de fidéliser ces gens-là. Et on a un noyau dur, en effet, on le voit bien. Je vous parlais tout à l'heure des années où on était en Ligue 2, etc. On a un noyau dur qui nous suit contre vents et marées. Et puis le Covid nous le prouve encore aujourd'hui, qui nous suit contre vents et marées. Un, parce qu'ils sont passionnés de football. Deux, parce que le Football Club de Metz, c'est important pour eux. Une institution, ouais. Et c'est exactement. Et trois, parce que ils s'y trouvent avec des fils quand même, et heureusement. Et pour certains, voilà, c'est très important de pouvoir continuer à être visible ou à inviter des clients les soirs de match. Donc ça, c'est très important. Et ce noyau dur, on l'a, et à nous de le fidéliser et de pas le laisser de côté en se disant c'est bon, on l'a, on le perdra pas. Non, c'est un travail de la longue haleine, c'est un travail de tous les jours avec mes équipes pour que ce lien ne soit jamais rompu, même dans ces périodes de Covid d'ailleurs, et qu'on continue à pouvoir bénéficier et compter sur ce noyau dur. Ensuite, bien évidemment, on est une entreprise comme les autres. Certes, quand on passe un petit coup de fil pour prendre un rendez-vous et qu'on annonce le FC Metz, peut-être que c'est un petit peu plus facile de lever quelques barrières pour avoir un rendez-vous. C'est ce que j'expliquais à mes équipes commerciales, peut-être. Mais toujours est-il que ceux qui aiment le foot, ils sont déjà venus au moins une fois au FC Metz, ils connaissent nos produits. Mais moi, ce que j'ai besoin, c'est aussi de voir tous ces partenaires qui se disent « Oh, moi, j'aime pas le foot. » Mais moi, nous ne vendons pas et nous ne commercialisons pas que du football. Dans nos salons, comme je vous ai dit, on commercialise du business, on commercialise des échanges. Et pour certains, le football doit être qu'un prétexte, c'est un spectacle. Et à côté de ça, dans les salons, c'est là que se joue une fidélisation d'un client, une prospection, un échange. Et c'est très, 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 très important de le rappeler, d'aller voir ces gens qui ne se disent pas d'un premier abord « Oh non, moi le foot j'aime pas, qu'est-ce que j'y ferai ?» Non, c'est leur montrer tous les avantages et tout ce qu'on organise. Être partenaire du FC Metz, déjà, ce n'est pas être que 19 fois dans l'année au Stade Saint-Symphorien un soir de match. C'est énormément d'échanges, de réseaux, de soirées, d'afterwork, de mise en avant de nos partenaires tout au long de l'année et presque, j'ai envie de dire, tous les mois, toutes les semaines. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut quand même aller ancrer, rappeler à nos éventuels prospects, à nos futurs partenaires de demain, j'espère,
Et donc voilà, bien évidemment qu'on est une entreprise comme une autre et on a besoin, même si on s'appelle le FCMS, de prospecter. Oui, on nous connaît quand on appelle, le FCMS ça parle, mais tout le monde ne se dit pas tiens, je vais devenir partenaire du FCMS comme ça. Il faut aller leur expliquer, leur montrer pourquoi il faut devenir partenaire du FCMS, c'est très important. Alors vous qui avez justement une expérience variée et on l'a dit donc au tout début de cette interview, est-ce que justement vous avez adapté les offres du FCMS peut-être aussi pour toucher d'autres partenaires potentiels, voilà, est-ce que vous avez vu l'évolution un petit peu justement de ces offres de partenariat? On est en perpétuelle évolution. Le monde change, les offres doivent changer aussi. Alors attention, il faut le faire parcimonie, de façon aller petit à petit, parce qu'on a aussi les vrais supporters et les vrais partenaires qui restent un petit peu ancrés et qui veulent consommer le football comme ils le consommaient il y a 20 ans, et moi je trouve ça totalement respectable. Mais il faut aussi aller chercher la nouvelle génération qui consomme le football ou qui consomme le business et qui voit le business différemment. Donc bien évidemment, nos offres changent. Il y en a un petit peu pour tous les goûts. Nous, il faut savoir qu'on a 7 ou 8 salons VIP différents, justement pour essayer de répondre à toutes ces offres-là. On est dans le côté un peu plus institutionnel avec le dîner servi à table. On est dans le côté un peu plus jeune avec le DJ, avec les chefs d'entreprise de demain ou les très jeunes chefs d'entreprise ou les startups qui consomment le foot peut-être debout sur une terrasse avec un peu de musique. On le fait. Les produits de visibilité, c'est pareil. On reste sur à un moment donné, on peut pas réinventer non plus. On a nos outils LED, on a notre panoptique, mais on a plein de choses maintenant sur les réseaux sociaux, etc., etc., etc. Donc bien évidemment, on doit muter comme n'importe quelle entreprise. Si on reste ancré, et si je vends les mêmes produits que mes prédécesseurs vendaient dans les années 80, ça serait compliqué. Voilà. Mais il faut pas laisser nos clients, comme je vous en parlais tout à l'heure, qui sont là depuis 35 ans sur le bord de la route aussi. Voilà. Ouais, et un amalgame à trouver. Ouais, du coup aussi leur proposer à eux aussi des nouveautés et y aller progressivement. Bien sûr. Alors, on va pas forcément s'éterniser sur le sujet, mais bon, on peut pas l'éluder non plus. On a vécu et on vit encore une période particulière. Comment vous avez réussi à garder le lien avec notamment vos partenaires et comment vous êtes adapté à cette situation, notamment donc avec les stades sans public, sans la possibilité de recevoir. Comment vous avez maintenu justement le lien avec vos fidèles partenaires? Bon, déjà on était meurtris, comme je pense tous les clubs. Certes, je parle pas du côté économique, vous savez bien que c'est une catastrophe, mais je parle aussi du côté spectacle, du lien. Vous avez parlé dans votre question du lien, c'était la base. Il faut garder le lien avec nos partenaires. On est un monde de spectacle, d'événementiel, et de n'avoir personne et d'émotions, et de n'avoir personne et de pas pouvoir vivre ces émotions avec nos partenaires, avec nos supporters. Ça a été quelque chose de très 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 compliqué à vivre. Franchement, c'est pas notre métier, ce qu'on vit depuis un an, d'avoir un stade vide. On aime le foot, mais c'est pas pareil sans nos partenaires et sans nos publics dans les tribunes. Donc ça c'est la première chose. Donc oui, vous l'avez très bien dit, il fallait garder le lien. On a réalisé, encore une fois, on est un club très familial, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On n'est pas beaucoup de salariés administratifs. L'idée était toute simple. Dès qu'on a eu le Covid ou dès qu'on nous a mis à huis clos début de saison, en septembre-octobre 2020, on a fait des brainstorming avec tous les services du club. Mais je vous dis, le service communication, le service commercial, le service même organisation match, enfin un petit peu tout le monde. Et on a essayé et on a créé ce qu'on appelle le hashtag Grenat chez moi. Et chacun, dans son milieu, la com, le commercial, la boutique, etc., trouver des idées pour garder le lien. Donc, on a travaillé sur des SMS, on a travaillé sur les billets de match collector qu'on envoyait en emailing quand même.
avec des choses un petit peu humoristiques sur le canapé, tribune machin. Mais à chaque fois, c'était des petits gestes. Tant pour notre grand public que pour nos partenaires, on a à chaque fois travaillé des petits gestes. Pour les partenaires, on leur envoie la petite feuille de match quand même, 1 heure avant le match, avant tout le monde, avant qu'elle paraisse sur les réseaux sociaux ou pour tout le monde. Ils ont cette petite attention-là où on leur fait privilégier davantage complémentaires. C'est garder leur housse avec le nom de leur entreprise ou le siège avec le nom de leur entreprise dans les tribunes. Et on leur envoie une petite photo. C'était au début la petite loge, on avait laissé des lumières allumées, on l'avait préparé comme s'ils étaient avec nous et on leur envoyait. C'est que des petites attentions comme ça qu'on a réalisées pendant toute l'année. Alors après, bien évidemment, on a travaillé aussi sur des événements comme tout le monde a pu le faire, mais on n'est pas passé à côté, il fallait le faire. Bien sûr. On a fait des choses sur Zoom, des interviews avec notre directeur sportif, avec notre coach, avec des joueurs, des mises en avant de nos partenaires. Chaque semaine, un partenaire nous envoyait une photo de lui, en famille ou pas d'ailleurs, habillé en grenat ou pas, chez lui devant sa télé, et on lui faisait un petit interview. Et on envoyait ce petit interview sur sur notre réseau de partenaires, mais aussi sur LinkedIn ou sur notre site internet, sur notre site web, avec la mise en avant d'un partenaire qui suivait le match de chez lui et qui nous racontait un petit peu comment il vivait le Covid et son entreprise. Voilà, on a mis des actions, énormément d'actions en place tout au long de l'année. C'est là où on s'est aperçu aussi que ce Covid-là, mine de rien, nous a un petit peu poussé dans nos retranchements, et c'est des choses que je souhaite garder pour l'avenir. Quand l'avenir sera meilleur et qu'on pourra retrouver une vie, je l'espère, normale avec notre public et nos partenaires dans le stade, il y a des idées que nous avons créées parce que nous n'avions pas le choix et que nous n'aurions peut-être jamais faites sinon, qu'il faut garder. Et ça, c'est le bon côté des choses, si je peux m'exprimer ainsi, même si on s'en serait bien passé. Vous avez répondu à la question que j'allais vous poser justement. Est-ce qu'il y a des outils que vous alliez conserver même après? Donc vous avez répondu. Alors, la mise en avant de nos partenaires, ce lien-là, ou avec nos supporters d'ailleurs, parce que je parle de mes partenaires, mais nos supporters grand public, on a fait énormément d'actions pour eux aussi. Oui, il y a des choses qu'on va garder, même si demain, je l'espère, le plus vite possible, nous retrouverons nos supporters et nos partenaires dans le stade. Mais oui, nous allons garder des actions en place, c'est sûr. Alors, avant-dernière question, vous qui avez connu justement, on va dire, le côté fédéral, le côté également confortable un petit peu de la fédération de gymnastique, mais également des événements, etc., qui est peut-être moins dépendant. C'est vrai que le sport, c'est un milieu particulier, le milieu, le domaine du sport, et surtout quand on est directeur commercial, c'est difficile de trouver justement cet équilibre entre les résultats sportifs et vous continuez à vendre. Vous voyez, comme dans une entreprise, ça peut être aussi difficile, mais en tout cas, il y a moins cet aléa du sportif qui forcément, à un moment donné, influe sur vous, votre travail de directeur commercial. Je pense que je parle au nom des autres, mais parce que j'échange aussi beaucoup avec les autres directeurs commerciaux, mais je pense que dans le passé, si je reviens il y a 20 ans, il y a 30 ans, on était un petit peu fataliste, et puis les résultats commerciaux étaient en adéquation avec les résultats sportifs. Bon, je pense qu'on est un petit peu sorti de ça quand même. Ce que j'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure aussi, c'est qu'on ne commercialise plus, et on ne doit plus commercialiser uniquement du football, mais on doit commercialiser tous les à côté. Et les à côté, c'est la mise en relation, c'est prouver aux partenaires que même si on est 18e du championnat et que ça va être dur jusqu'au bout, il va passer quand même une bonne soirée, parce que son client, c'est bête, mais il sera bien accueilli, le confort de la tribune sera top, parce il va vivre le match d'une façon différente avec des produits innovants, comme maintenant nos 2 loges dans la zone mixte, etc. Il va rencontrer d'autres partenaires, il va pouvoir faire des affaires avec le réseau FCMS. Enfin voilà, c'est aussi prouvé par A plus B que le foot maintenant, on doit un petit peu le dissocier, même si, attention, ça reste le nerf de la guerre, et que les émotions dans un stade, ça reste la base. Mais toujours est-il que on doit un petit peu être moins fataliste et se dire c'est pas parce qu'on est 18e qu'on va faire une saison commerciale catastrophique. Bien évidemment qu'on est 5e, 6e, 7e, bien évidemment que cette année je suis encore plus frustré puisqu'on fait une très belle année sportive et que je sais que mon stade naturellement se serait rempli plus facilement que si on avait été 17e ou 18e toute la saison. Oui, bien évidemment qu'il y a encore, on va pas se cacher, bien évidemment que les résultats sportifs jouent encore. Mais nous, en tant que commerciaux d'un club de football, on ne doit pas subir ça.
On doit être acteur de ça et on doit trouver des produits et trouver des offres qui correspondent à nos clients et ce que recherchent nos clients, en plus de l'émotion du sport. Donc ça passe par un réceptif de qualité, ça passe par des mises en relation, ça passe par du business, qu'on soit 19e ou 2e. Voilà. C'est vraiment très intéressant, c'est parfait. Voilà, c'est un bon message en tout cas pour les différents commerciaux qui évoluent dans le sport. C'est faire vivre une expérience et très faire vivre une expérience, voilà. Vous venez de le dire, c'est vraiment faire vivre une expérience. Et d'ailleurs, dans cette nouvelle tribune que nous avons construite, nous avons fait énormément de salons pour vivre une expérience différente. Voilà. Alors, c'est quelque chose que... Oui, allez-y. Non, je vous écoute. Non, justement, sans transition, j'allais dire le futur, pour terminer cette interview, le futur justement du SMS, il y a cette tribune, comment, à moyen terme, comment justement vous voyez le développement notamment commercial et merchandising du SMS? J'espère en hausse. J'espère en hausse. On a un président qui a beaucoup investi dans les infrastructures. On en a longuement parlé déjà. Donc forcément, maintenant, ça met aussi une petite pression, mais une excitation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On va avoir un nouvel écrin juste fabuleux pour avoir fait le tour, bien évidemment, de tous les clubs en France. On va avoir une des plus belles tribunes et on va avoir des salons extraordinaires. Donc bien évidemment, ça double pratiquement notre capacité d'accueil VIP. Donc forcément, c'est là où je dis que ça met une petite pression. Maintenant, il va falloir aussi remplir. Mais par contre, les conditions d'accueil vont être juste fabuleuses. Les salons sont plus beaux les uns que les autres. Des produits très innovants qui vont répondre à cette demande d'expérience avec, je vous dis, des loges avec des baies vitrées, vitres sans teint, directement au niveau de la zone mixte où vous vivez avec les joueurs, vous vivez l'avant-match, vous vivez les interviews, vous vivez la mi-temps, vous sortez par le tunnel des joueurs, vous vivez une expérience juste incroyable. Et ça, on va avoir 2 loges. Ça existe à Tottenham et bien évidemment d'autres clubs en France essayent de faire vivre cette expérience-là. Mais maintenant, moi, j'ai la chance d'avoir cette nouvelle tribune, de les avoir en dur et d'avoir un produit fantastique. On va avoir aussi des salons présidentiels plus magnifiques. Cette tribune-là, elle doit nous faire passer un cap, c'est évident. Donc ça, c'est très important. Et puis au niveau du merchandising, forcément, l'année, malgré le Covid encourageante que nous vivons, et la diversification des produits va continuer puisque bien évidemment les commandes pour l'année prochaine sont déjà passées ou sont en cours d'être passées. Donc j'essaye d'avoir pas mal de références et de trouver un petit peu de nouveaux produits et de ravir un petit peu nos supporters, parce que ça fait longtemps que certains supporters nous demandent certains produits dans la boutique qu'on ne faisait pas, et là on a réussi à diversifier un petit peu et à augmenter le nombre de références. Donc je pense que eux aussi et nos supporters y trouveront leur compte. Donc j'espère que du positif dans les années futures. En tout cas, on a maintenant les outils pour. On a, je pense, un projet sportif, je l'ai dit tout à l'heure, qui arrive à maturité avec une bonne saison cette année. J'espère qu'il va se confirmer l'an prochain, mais il n'y a pas de raison. Et voilà, donc j'espère que du positif. De belles perspectives en tout cas du FCMS. Je vous remercie beaucoup, Bertrand Fenot, d'avoir accepté de répondre à nos questions et d'avoir partagé votre expérience, riche et d'un club de très haut niveau. Donc vraiment merci beaucoup. Avec plaisir en tout cas. Et puis bonne continuation du côté du FCMS avec ces beaux projets. Merci beaucoup. Un grand merci à Bertrand Fenot. Retrouvez le FCMS sur le www.fcms.com, mais également sur les réseaux sociaux. C'était Kinix Sport, le podcast qui décrypte l'économie et les tendances marketing du sport amateur et professionnel en donnant la parole aux acteurs du secteur. Encore une fois, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour un prochain épisode et en attendant, retrouvez-nous sur sport.kinix.fr. À bientôt.